épreuve d'admissibilité numéro 1. Donc, oui, bah, bonne soirée, Maximilien. Donc on va corriger cette épreuve. On va aborder donc ce qui est ici, hop, je vais le mettre comme ça. On va aborder, heu, les vrais ou faux. Donc pour cela, j'aurai besoin de mon logiciel de présentation, CAPES-A, session 2021, épreuve numéro 1. OK. Alors, donc c'est le premier exercice ici. Hop, exercice 1. Donc on va aborder vrai ou faux. Alors, bien entendu, s alors je sais pas, s'il y a des gens qui ont déjà vu le sujet? Hop, question 1. Question 1. Ici, je vais essayer de vous faire participer, à aux aux différentes questions. Alors, donc je vais faire ça. Je vais récupérer la proposition numéro 1. Voilà. Alors, première question ici. Soit P un réel positif, on va considérer un carré de périmètre P et un disque de périmètre P. Le disque a une aire supérieure à celle du carré. Donc ça, c'est une affirmation, ici. Donc précisez pour chacune des propositions suivantes si elle est vraie ou fausse, puis justifiez votre réponse. Donc ici, soit P un réel positif, on considère un carré de périmètre P, un disque de périmètre P, le disque a une aire supérieure à celle du carré. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée sur, comment commencer pour, aborder cette question? Alors, vrai, bon. Et après, bien entendu, il faut la justification. Ça c'est clair. Et comment, on peut aboutir à la à la justification? Alors, pour cela, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va déjà dire que, bah, soit P donc un réel positif. On va peut-être agrandir un peu. Hop, voilà. Un exemple, P égale à 20. Ah ouais, mais alors attention, hein, si on OK pour les exemples, mais il faut que ça puisse fonctionner, pour, toutes les valeurs de réelles. Là, on dit soit P a un réel positif, bah, il faut que ça fonctionne pour tout P. Après, on peut avoir une bonne idée de ce qui peut nous attendre pour P égale à 20. Maintenant, il faut s maintenant généraliser pour un P quelconque. Alors, ici, on va noter, C1, donc c'est le carré, de périmètre P et donc on va dire C2, le cercle de circonférence P. Alors, on va noter, bah, C, le côté du carré, 4 corré 4 le côté du carré C1 et R, bah, parce qu'on est dans un cercle, donc C, le côté du carré et R, c'est le rayon du cercle, c'est C2. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Hop, bah, le périmètre de C alors C1, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 fois C, ça c'est le périmètre du carré, et ça, 4C, c'est égal à P, par définition. Donc ça veut donc maintenant on a C, on peut avoir C en fonction de P, bah, C, c'est égal à donc 4 fois C égale à P, on va pouvoir diviser par 4, on va pouvoir donc C égale à P sur 4. De même, maintenant, pour, C2, périmètre, donc la circonférence du cercle que je vais appeler alors ouais, je vais appeler P, P de C2. Bah, la circonférence du cercle, bah, c'est 2 pi fois R et beh, ça par définition, c'est égal à P.
bien entendu, le P en haut et le P en bas, c'est les mêmes. On peut exprimer donc le rayon en fonction, du périmètre, enfin de la circonférence du cercle. R est égal à P sur 2π. Voilà, donc là, on a C est égal à P sur 4 et R égal à P sur, 2π. Maintenant, on veut savoir que le disque a une aire supérieure à celle du carré. Donc on a le côté et on a le rayon. Donc on va maintenant calculer, l'aire du disque et l'aire, du carré. Donc ensuite, alors ici c'est ça, donc l'aire du carré, c'est 1. C'est 1 est donné par la formule. Alors ça, c'est l'aire de hop, c'est 1, c'est égal à, bah, C au carré. C fois C, côté fois côté, C au carré et donc ça, bah, d'après la formule précédente, ici, c'est égal à P sur 4, bah, c'est égal à P sur 4, le tout au carré. Donc maintenant, si on applique la formule, des puissances sur la fraction, c'est égal à P au carré sur 16. OK? Bien entendu, vous m'arrêtez, hein, c'est bon. S'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter. L'aire du disque, c'est 2, elle est donnée par la formule. Donc c'est l'aire, de 2, voilà. C'est égal à donc l'aire d'un disque de rayon R, bah, c'est égal à pi fois R au carré. Mais on a déjà R au carré, enfin on a déjà R, donc c'est P, alors c'est pi pardon, fois R, c'est P, P sur 2π, donc P sur 2π au carré. Donc si on développe, donc on applique la formule des puissances, ça fait pi fois P au carré sur 4 pi P au carré sur 4π au carré. Maintenant, on peut simplifier, bon, pi est différent de 0, bien entendu, pas déconner. Pi et pi au carré, pardon. Donc on va voir P au carré sur 4π. Voilà, donc maintenant, la question, c'est comparer P au carré sur 16, P au carré sur 4π. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces 2 formules? Ce qu'il y a de différent, ici, c'est le dénominateur. Le numérateur est toujours c'est P au carré. Donc le dénominateur, c'est 16 et le dénominateur ici pour l'aire de C2, c'est 4π. Donc ici, il va falloir comparer 4π à 16. Qu'est-ce qu'on sait de pi? Pi, il est inférieur, c'est égal à peu près à 3/14. Donc pi, il est inférieur à 4. Donc si on multiplie par 4, alors bien entendu, 16, il faut remarquer que c'est 4 fois 4, donc 4π est inférieur à 4 fois 4, ça veut dire 16. Mais le problème, c'est qu'ici, hem, les 16 et 4π se retrouvent au dénominateur. Donc ici, on va prendre l'inverse. Et quand on passe à l'inverse, bah, on doit changer le sens du symbole de comparaison. Parce que la fonction inverse est une fonction décroissante sur R étoile. Donc sur, oui, sur R étoile. Donc là, on aurait 1 sur 4π, et il est, attention, supérieur à 1 sur 16. Maintenant, pour obtenir ce qu'on veut, bah, on va multiplier par, multipliant, pardon, par P au carré. Là, on obtient donc, heu, P au carré sur 4π supérieur à P au carré sur 16 et donc on reconnaît ça, c'est R de C2 et ça, c'est R de C1. Donc l'aire du disque de périmètre P
est supérieure à celle du carré. Donc la réponse est bien vrai. OK, donc on peut vérifier pour p égale à 20 pour avoir une première idée de ce qui attend. Mais ici, c'est la justification avec un P qui est quelconque. Il y a des questions sur cette proposition? En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Proposition 2. Alors, on désigne par Z un nombre complexe. Alors, module de Z plus I sur Z moins I égale à 1 si et seulement si Z est un nombre réel. Je rappelle, si Z1 et Z2 sont de nombres complexes, alors, alors ça va être le module, je vais mettre le module de Z2 moins Z1. Alors, bien entendu, il faut dire si nana, M d'affixe Z1 et N d'affixe Z2. Alors, quand je parle d'affixe, c'est-à-dire quand on a Z est égal à A plus IB, l'affixe, on peut rattacher ce nombre complexe à un système de coordonnées AB. Donc, M a pour coordonnées AB, et on dit que M est d'affixe Z est égal à A plus IB pour avoir sa représentation avec, dans le plan complexe. Donc, Z2 moins Z1, en fait, ça représente la longueur Mn ou NM. Alors, donc là, on désigne par Z un nom complexe. Donc ici, on peut poser Z égale à A plus IB. OK? Ça, c'est une première base, donc avec A et B de nombres réels. OK. Donc ici, il y a 2 méthodes. On peut dire, donc là, 2 méthodes. Je vais peut-être, préciser 2 méthodes. Non, c'est pas là, c'est ici. Donc il y a la méthode, qu'on appelle analytique. Donc, si on pose Z égale à A plus IB avec A et B dedans, on a alors donc ici, heu, alors ici, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et hop, voilà. Z plus I, Z moins I égale à 1. Si et seulement si, alors, il faut se dire, donc ça, c'est Z plus I, Z moins I égale à 1. Je le fais maintenant, on peut le faire plus tard si on veut, mais on remplace Z par A plus IB. Hop, petit copier-coller. A plus IB, A moins IB. IB comme ça, voilà, égale à 1. Donc, bah, ici, on peut multiplier à gauche et à membre de gauche, membre de droite par le dénominateur de la fraction pour simplifier ce dénominateur et n'avoir que des nombres sans fraction. Donc, A plus IB plus I égale à A moins IB plus I. Moins I, pardon. Et moins I. Pourquoi j'ai mis A? Comment ça? Hop, plus I. Ici, c'est Z, donc c'est ZA plus IB moins I. OK. Je factorise par I. Je factorise par I. A plus I, facteur de B plus 1. Donc ici, il y a 1 devant le I, donc si on factorise par I, on aura I facteur de B plus 1. OK, paf, égale à, pareil ici, A plus I facteur de B moins 1. B moins 1. Ensuite, on utilise donc la formule des modules. Donc, partie réelle au carré, donc racine carrée de partie réelle au carré, plus partie imaginaire, ici, au carré. Donc ici, racine de
A au carré plus B plus 1 au carré égale à... alors, j'ai un peu anticipé pour la méthode... excuse-moi, Aurore. J'ai anticipé pour la méthode géométrique. Et c'est vrai que ça, ce sera... Je vais replacer, ça dans la méthode géométrique, oui. Mais ici, je peux même rappeler qu'ici que, heu, si on veut, hein, module de z est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. Si on veut, des petits, mais bon, ça a pas trop d'utilité, c'est juste pour avoir des petits rappels, sur les nombres complexes. Donc a au carré plus, et a au carré plus, attends, a carré plus b moins a au carré. OK, donc si et seulement si. On développe. Alors on développe, on peut même, enlever les racines carrées parce que les quantités sont positives. A au carré plus carré égale à a au carré plus b moins a au carré. On peut ici simplifier par a au carré. Donc on va avoir b plus 1 au carré égale à b moins 1 au carré. Si on développe, b au carré plus 2b plus 1 égale à b au carré moins 2b plus 1. Il va simplifier b au carré et et 1. Et donc il va rester 2b égale à moins 2b, c'est-à-dire 4b égale à 0 ou encore b égale à 0. Donc ici on a bien, tac, si et seulement si z appartient à R. Un b égale à 0, la partie imaginaire d'un nombre complexe étant nulle, il ne reste plus que la partie réelle, a, qui est bien, donc un nombre réel. Donc la réponse est vraie. Maintenant, si on veut la méthode géométrique, donc ici on cherche l'ensemble, je vais remettre mon truc, tac. Hop, on cherche l'ensemble des points M d'affixe Z. Allez, je vais mettre P, et là je vais mettre Q, représente donc la longueur PQ. Pour pas tout confondre. Donc l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que, tel qu'on est, ça, on est ça. Alors on note A, le point d'affixe moins I, et B, le point d'affixe I. OK. Alors on a donc d'après, petit rappel que j'ai fait, donc, MA, alors pardon, Z plus I, c'est égal à MA, et Z, oui, Z moins I égale à MB. Donc ça, si et seulement si MA égale à MA sur MB égale à 1, ou encore MA égale à MB. Et ça, c'est quoi la caractérisation que M, heu, est à la fois équidistant du point A et du point B? Alors qu'est-ce que ça veut dire ça pour le point M? Ça veut dire que M, il appartient à la médiatrice du segment AB. Donc ici, on peut dire que le milieu du segment AB est affixe. Donc le milieu du segment AB, donc A affixe moins I et B, d'affixe I, en fait ici, l'affixe c'est I, I
Je vais peut-être le mettre en ouais, je vais mettre comme ça, plutôt. Tac, frac i moins i sur 2 et i moins i, bah, c'est égal à 0. Donc milieu du segment AB est d'affine 0. Donc c'est ce qui correspond donc ici correspond au point O, c'est l'origine du repère du plan complexe. Plan complexe. A et B appartenant à l'axe des ordonnées, hein, parce que c'est des imaginaires purs. I et moins I, ce sont des imaginaires purs, donc A et B appartiennent à des ordonnées. La médiatrice du segment AB, en fait, c'est donc l'axe des abscisses. Donc l'axe des abscisses représente tous les nombres réels. M a donc pardon, M a pour affixe un nombre réel. Donc c'est le bon. La réponse est donc l'assertion est donc vraie. Voilà pour la proposition numéro 2. On peut passer donc à la proposition numéro 3. Alors une question, sur les matrices. Donc ça sera plutôt, ça c'est plutôt niveau licence, L1, hein, si. Alors on a A, B, C, 2 matrice carrée 2 fois 2. Bon, on est un peu aidé. A fois B égale à A fois C implique B égale à C. Alors, proposition numéro 3, A fois B égale à A fois C. A fois B égale à A fois C implique B égale à C. Alors, est-ce que cette proposition est vraie ou est-ce que cette proposition est fausse? Alors, c'est faux, oui. Donc, quand c'est faux, quand on doit démontrer qu'une assertion, qu'une application est fausse, il faut exhiber un contre-exemple. Et ça, c'est le cas, ben, pour tout, pour ce qui est dans le vrai ou faux. Quand c'est faux, il faut exhiber un contre-exemple. Et le contre-exemple le plus évident ici, ce serait quoi? Ça va être la multiplication avec la matrice nulle. Donc si on pose, je sais pas moi, A égale à A égale à voilà, ça comme ça sera plus simple. 0 0 0 0. B, bon une matrice quelconque, matrice de 1 et matrice de oh d'accord, OK. B égale à 1 1 1, OK, ça sera plus simple. Et C, c'est moins 1 moins 1 moins 1 moins 1. Bon, donc on est d'accord que A fois B, c'est égal à ça fois ça. Et donc si on fait la multiplication des matrices, donc ça va faire 0 fois 1 plus 0 fois 1, 0 fois 1 plus 0 fois 1 et cetera. Donc on n'aura que des zéros. Donc en fait, A fois B, bah, c'est égal à 0 0 0. OK. Et A fois C, bah, c'est égal à ceci. Fois oui, hop, et ben ça, c'est égal aussi à 0. Mais par contre on a B qui est différent de C. 2 matrices sont égales, alors il faut se rappeler aussi que 2 matrices sont égales si chaque coefficient sont égaux entre eux. Donc là on aurait 1, 1, là on aurait des matrices égales. Mais là, les matrices B et C sont différents. Donc l'assertion est fausse. Alors maintenant, la proposition numéro 4. Donc là on est alors proposition numéro 4. Alors, non, c'est une question de notation, question de notation, tu peux les mettre entre parenthèses, entre crochets. Par contre, si tu les mets
si tu les mets, entre guillemets, enfin, entre barres, verticales, alors là, c'est totalement faux, hein. Barre verticale, ça veut dire déterminant. Le déterminant, c'est un nombre. Donc, crochet ou parenthèse, c'est OK. Par contre, barre verticale, non. Alors, on a une suite UN définie par la donnée de U0 égale à 0,5 et la relation UN plus 1 est égale à UN au carré pour tout entier naturel n. La suite UN est décroissante. Donc, il faut savoir si la suite UN est décroissante. Donc, suite UN décroissante, là, on est sur les suites. On a des caractérisations pour la croissance de suite. Donc, on a des critères. Ici, on pourra pas utiliser le critère de UN est égal à f de UN parce qu'ici, on a une suite définie par occurrence. Et le plus simple, en fait, ce serait de dire UN plus 1 moins UN. Différence des termes consécutifs d'une suite. Alors, ici, donc si on voit ça, donc on va déjà poser n appartenant à n, base, et on calcule UN plus 1 moins UN, qui est égal, donc ici, UN plus 1, c'est égal à UN au carré, moins UN. Maintenant, UN au carré, c'est UN fois UN, donc on va pouvoir factoriser par UN. UN, facteur de UN moins 1. Donc ici, il y a UN fois UN et moins 1 fois UN. Si on factorise par UN, on aura UN, facteur de UN moins 1. Alors, ici, on peut montrer par récurrence. Bon, ça, c'est simple, hein, parce que UN plus 1 est égal à UN au carré et U0 est positif. Donc, on peut montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est positif. Ça, c'est carrément évident. Si vous voulez, vous pouvez le faire en exercice, hein, ça peut faire un petit entraînement, mais là, il y a pas de souci. Donc ici, en fait, UN plus 1 moins UN. Là, on cherche pour voir la croissance ou la décroissance d'une suite, on cherche le signe de UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1 moins UN, il est du signe de UN moins 1. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait que, alors bon, là, peut-être par récurrence, donc on pose dn, là, ça peut être intéressant de le faire, égal à UN, alors 0, on va mettre, on pourrait faire comme ça, 0 inférieur à UN inférieur à 1. On démontre la propriété Pn par récurrence. Alors, initialisation, bon, pour n égale à 0, pour n égale à 0, U0 est égal à 0,05, et on a bien 0 inférieur à U0 inférieur à 1. Donc la propriété P0 est vraie. Maintenant, vérité, suppose que pour un entier K va à 0, la propriété est K est vraie. Donc c'est-à-dire 0, K inférieur à 1, on démontre que la propriété B K plus 1 est vraie. En fait, on part de l'hypothèse de récurrence. Et ensuite, ah oui, oui, 0 inférieur à, on multiplie par UK, donc 0 fois UK, ça fait 0. UK au carré inférieur à UK, voilà,
et d'après l'hypothèse de récurrence, ça c'est inférieur à 1. Et oui, si on veut, bah, c'est seulement si, 0 inférieur à k plus 1 inférieur à 1. Donc la propriété pk plus 1 est vraie et conclusion, la propriété Pn a été initialisée, heu, pour, n égale à 0, n égale à 0 et elle est héréditaire à partir de ça. Donc, d'après le principe de référence, la propriété Pn est vraie pour tout n appartenant. Donc, oui, donc U0, UN inférieur à 1 et donc UN-1 inférieur à 0. Conclusion, UN plus 1 moins UN, on a dit que c'était ceci, bah, c'est inférieur à 0. Donc, ainsi, la suite UN est décroissante. Point, la propriété, l'assertion est vraie. Alors, dans la rédaction, bon là on va dire que c'est un brouillon. Dans la rédaction finalement, bon ça, elle se retrouve ici. Donc ça on peut effacer. Je vais mettre ça. Hop. Tac, 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 tac. Hop, je vais le mettre au début. Et alors je vais mettre comme UN strictement positif et UN inférieur à 1. On a donc, et hop, je vais mettre ça. Voilà. Donc UN positif, UN-1. Ah oui, on a donc UN-1 inférieur à 0 et ça. Voilà. Et donc la suite UN est décroissante, l'assertion est vraie. Ok. Donc ça, c'était pour la proposition numéro 4. Proposition numéro 5. Alors, petit calcul intégral. Donc ici, on calcule. Donc c'est la limite quand A tend vers 0 plus, donc A positif, hein, parce que on a la fonction ln de t qui est définie sur l'intervalle 0 plus infini. Donc ici, ce sera plutôt la limite en 0 plus. Donc la limite quand A tend vers 0 plus, c'est-à-dire quand A tend vers 0 par valeur positive, donc de f de A. Donc c'est la limite quand A tend vers 0 plus de l'intégrale entre 1 et A, pardon, entre A et 1, oui, entre A et 1 de ln de t dt. Alors, comment on calcule l'intégrale entre ln de t, enfin l'intégrale entre A et 1 de ln de t dt. Donc là, ici, on va faire par intégration par partie. On peut calculer ceci grâce à une intégration par partie, en remarquant que ln de t, c'est égal à 1 fois ln de t. Donc on va prendre, on pose u de x égale à 1, et donc u de x, bah, ça va être égal à t, et v de x égale à ln de t, et donc la dérivée de ln de x, c'est... Ah pardon, qu'est-ce que je dis? On va mettre des t, ce sera plus simple. Voilà, v de t, c'est ln de t. Donc la dérivée de ln de t, ça va être
1 sur t. 1 sur t. Point. Donc ainsi, l'intégrale entre a et 1 ln de t dt c'est égal donc ici, on va avoir u fois v, u fois v, donc on l'évalue, tac ici, OK. Donc ça va être t fois ln de t entre a et 1, oui, entre a et 1, et moins l'intégrale entre a et 1 des fonctions qui restent. Les fonctions qui restent, c'était quoi? C'était t et 1 sur t. Ici, on aurait t sur t dt. T sur t, bon, ça va faire 1. On peut même marquer 1. Donc, ça va être cette évaluation, moins la primitive de 1 sur 1t, bon, ça va faire t. T, a et 1. Donc, au final, on aurait quoi? On aurait l'intégrale, comme ça, entre t fois ln de t moins t, et donc on revient à notre limite. On a donc ça, c'est égal à limite quand a tend vers 0 de cette évaluation. Ce qui nous donne, alors ça va faire ln de 1 moins 1 moins, alors par contre là, il faut, je vais pas oublier la limite, bien entendu, limite. Donc ln de 1, ça va faire 0, on aura moins 1, et ici, bon, a tend vers 0, donc a il va valoir 0, et ici, si on fait croissance comparée, on va avoir a qui vaut 0. Donc finalement, ici, a plus, donc ça va faire moins 1. Pardon, c'est égal à moins 1. Et donc c'est pas égal à moins l'infini. Alors ici, croissance comparée, limite quand a tend vers 0 plus, de a ln de a, bah, c'est égal à 0. C'est la valeur de a là qui l'emporte. A ln de a, ça vaut 0. Donc l'assertion est fausse. L'assertion est fausse. Proposition numéro 5. Proposition numéro 6, soit un une suite qui converge vers 0, alors ou bien limite quand n tend vers plus infini de 1 sur un égale à plus infini, ou bien limite quand n tend vers plus infini de 1 sur un égale à moins l'infini. Bon, ici, il y a quand même des cas pathologiques, hein, parce que c'est pas forcément qu'une suite UN converge vers 0, qu'après on a l'inverse qui va être égal à plus infini ou moins l'infini. Alors, quel contre-exemple peut-on prendre pour dire que cette proposition est fausse? Faut prendre une suite dont la limite égale à 0 et que les inverses ne convergent pas. Ici, bah, on peut penser à la suite moins 1 puissance n qui ne converge pas en plus infini, en fait. Donc on a la suite, on peut prendre la suite un définie pour tout n appartenant à n par un égale à moins 1 puissance n sur n plus 1. Alors on a bien limite quand n tend vers plus infini de un, c'est égal à limite quand n tend vers plus infini de 1, moins 1 puissance n sur n plus 1, c'est égal à, et ça c'est égal à 0. Parce qu'on prend juste le terme qui
Là, ça va faire 1, -1, 1, -1, mais bon, ça là, on aura, on prend juste le terme qui du dénominateur. Moins 1 puissance n, moins 1 sur n pardon, tend vers 0 quand n tend vers plus infini et 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc là, peu importe le signe de moins 1 puissance n, ça va tendre vers 0. Mais quand on prend limite quand n tend vers plus infini de 1 sur un, bah, c'est limite quand n tend vers plus infini de 1 sur ça, bah, on inverse numérateur et dénominateur. Donc on aura n plus 1 sur moins 1 puissance n. Mais moins 1 puissance n, pardon, 1 sur moins 1 puissance n, bah, c'est égal aussi à moins 1 puissance n vecteur de n plus 1. Mais ça, bah, ça n'a pas de limite parce que moins 1 puissance n, ça va valoir moins 1 plus 1 indéfiniment. Et donc ici, on va varier entre moins l'infini et plus l'infini. On veut les limites. Donc ici, il n'y a pas de limite. Or, moins 1 puissance n, n plus 1. Alors, je vais mettre entre parenthèses pour dire que c'est la suite. N n'a pas de limite. N'a pas de limite. Donc la réponse, l'assertion est fausse. L'assertion est fausse. Proposition 7. Alors, la fonction sinus hyperbolique est définie par sinus hyperbolique égale à de x et exponentielle de x moins e de moins x sur 2. Et tout réel admet un antécédent par cette fonction. On va montrer que cette fonction, elle est strictement croissante. Bon, elle est continue et strictement croissante. Donc, elle va réaliser une bijection. Alors, donc si on considère la fonction qui a x associe sinus hyperbolique, ça marche ça? Taux sin hyperbolique de x qui est égal à e, je vais peut-être le mettre en centré, ce sera plus simple, x e puissance x moins e puissance moins x sur 2. Alors, si on va calculer, on calcule la dérivée de cette fonction. Bon, elle est dérivable hein, parce que c'est la somme de deux fonctions dérivables exponentielles et bidérivables hein, par définition. Donc, dérivée de ça, sinus hyperbolique de x, c'est 1 demi, facteur de, donc la dérivée d'exponentielle de x, bah, c'est elle-même, e de x, et la dérivée de moins exponentielle moins x, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, moins par moins, plus e de moins x. Donc, si on veut, e de x, e de x, plus e puissance moins x sur 2. Qu'est-ce qu'on sait en temps? C'est que les exponentielles sont positifs. Exponentielle x positif et exponentielle moins x positif. Pour tout x appartenant à R. Donc la dérivée de la fonction de sinus h est donc positive pour tout x appartenant à R. Donc la fonction sinus hyperbolique, je vais écrire en toutes lettres, est donc strictement croissante sur R. Et la fonction, elle est aussi continue, car c'est la somme de deux fonctions continues sur R. Et on a de plus, donc on va calculer les limites. Limite quand x tend vers moins l'infini de e de x moins e de
moins x sur 2, c'est égal à moins l'infini, ça va faire 0 et limite envers plus l'infini de e de x moins e de moins x sur 2, ça c'est égal à plus l'infini. Alors, si vous voulez des justifications, quand x tend vers moins l'infini, e de x il tend vers 0 et ça tend vers plus l'infini, donc moins par moins plus, moins l'infini. Et pareil, si x plus infini, exponentielle de x tend vers plus infini, exponentielle de moins x tend vers 0. Donc là, ça tend vers bien plus infini. C'est positif. Donc ici, d'après, bon, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction sinus h est bijective sur R, donc elle atteint enfin, tout réel admet un antécédent par cette fonction. Donc, tout réel admet un et un unique antécédent, bon, faut le préciser, par cette fonction. Donc, la réponse est vraie. On fait la proposition 8. Donc la fonction seuil, alors la fonction seuil que je vais noter comme ça, et que je note, alors il faut faire comme ça, hop, famille, chasse fixe, hop, toujours, calcul, la somme suivante. Donc c'est, on va l'appeler h indice n, c'est égal à la somme de k égale à 1 à n, de 6 sur n au carré. On peut sortir le 6 de la somme parce que ça ne dépend pas de n. Donc somme, 6 facteurs de somme de k jusqu'à 1 jusqu'à n de 1 sur n au carré. Bon ici il faut se ressortir des, heu, des notions de licence pour dire, donc là c'est en fait c'est une série de Riemann, somme de 1 sur n au carré, c'est une série de Riemann. Donc d'après un résultat sur les séries de Riemann, on sait que limite quand n tend vers plus infini de somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur n au carré égale à pi au carré sur 6. Ça, c'est un résultat. Et donc maintenant, si on adjoint le 6 somme de k égale à 1 jusqu'à n, donc ça c'est hn, ça va être égal à de sur n au carré, ça va être égal à 6 fois pi carré sur 6, ça fait pi au carré. Et donc, on dit que limite de quand n tend vers plus infini de hn égale à pi au carré. Mais si on alors je peux essayer et je vais utiliser donc la calculatrice pour calculer pi au carré. Pi au carré, c'est à peu près égal, vous voyez ici, à 9,86. 9,87 si on arrondit au centième. Et on reprend la correction du CAPES agricole, épreuve numéro 1, session 2021. Donc on était à la proposition 8 et on avait dit que pi au carré est à peu près égal à 9,87. Donc ici, si on choisit A, qui est supérieur à 9,78, alors donc l'exécution de la fonction seuil A, seuil donc exécution de seuil A ne donne pas, n'affiche pas de valeur. Voilà. Parce que ici on a car, on peut dire que la boucle, à l'intérieur du programme est infinie. Donc, ici la réponse est fausse. Alors maintenant, la proposition numéro 9.
on se donne A et B, 2 événements tels que, probabilité de A est égale à 0,6 et probabilité de B sachant A est égale à 0,3, probabilité de, B bar, sachant A bar est égale à 0,9. Donc on a, la probabilité de A sachant B est égale à 9/11. Alors, bah, déjà, la formule des probabilités totales nous dit que P2, A sachant B, bah, c'est la probabilité de l'intersection des 2 événements sur la probabilité, bah, de l'événement conditionnel, ici. Donc ici, comme A et A bar forment un système complet d'événements d'oméga, d'oméga, on a donc ça c'est la formule des probabilités totales. P de B égale à P de A, P de A inter B plus P de A bar inter B. Donc ici, P de A fois P de, B sachant A plus P de A bar fois, P de, heu, B sachant A bar. Donc on remplace par les valeurs, donc c'est égal à donc enfin P de A c'est 0,6 fois, P de B sachant A c'est 0,3 plus alors P de A bar, bah, c'est 1 moins 0,6 et P de B sachant A bar, alors ici on a P de B bar sachant A bar, bah, c'est ici ce sera 1 moins P de A bar, P de B bar pardon, sachant A bar. Donc ici, alors ici je vais noter que c'est P2 1 moins P de A. Donc si on remplace, ça va faire donc 0,18. Donc P 1 moins P de A c'était 1 moins 0,6 donc ça va faire 0,4. 1 moins P2 B bar sachant A bar donc 0,9, 1 moins 0,9, 1 moins 0,9. Ici, ça va nous donner 0,1. Donc 0,18 plus 0,04 nous fait 0,22. Donc nous, on cherche P2 A sachant B. Donc conclusion ainsi, hem, donc on peut reprendre cette formule-là. Donc on a calculé donc P2A inter B c'était 0,18, P2B c'est 0,22, donc 18/22 et donc si on simplifie, on va trouver 9/11. Donc la réponse est vraie. Proposition 10. Alors, dans l'espace reporté, au repère orthonormal OIJK, on considère les vecteurs U coordonnées 1, -1, 0 et vecteurs coordonnées 1, 1, 0, ainsi que les points A coordonnés 0, 0, 2. La droite OA est l'unique droite de l'espace perpendiculaire à la fois aux droites OU et AV. Alors, pour cela, on va déjà montrer que OA est orthogonal, alors le vecteur OA est orthogonal à U et à V. Donc on peut calculer facilement, bah, les coordonnées du vecteur OA. Alors moi je les note les coordonnées, je les note en colonnes. Donc ici colonne, ici, donc c'est XA, YA, ZA, moins, 0, 0, 0, parce que O c'est l'origine. Donc ici on aura 0, 0, 2. On a donc maintenant on va calculer les produits scalaires. Donc U scalaire OA, donc c'est 0 fois 1 plus
0 fois -1 plus 0 fois 2. Alors c'est même plutôt 2 fois 0. Donc ici on prend ces coordonnées-là, donc ça va faire 0 et V scalaire OA, bah, c'est égal à 0 fois 1 plus 1 fois 0 plus 0 fois 2. Donc ça fait 0. Donc OA est orthogonal à la fois à U et à V. Alors maintenant, donc OA, la droite OA est orthogonale aux droites, donc je vais mettre la droite OA est orthogonale aux droites, donc passant par O et dirigée par le vecteur U, et passant par A dirigé par le vecteur V. Et même perpendiculaire, car O, il appartient à l'intersection de OA avec, la droite passant par O et dirigée par U, donc cette droite-là, et A, il appartient à l'intersection, donc avec OA et donc OA et la droite passant par A et dirigée par V. Alors maintenant, est-ce que, donc là, la proposition, c'est: est-ce que c'est l'unique droite de l'espace perpendiculaire à la fois aux droites OU et AV? Alors, est-ce que c'est unique? Oui, car pour qu'une droite D soit perpendiculaire à la fois à, heu, donc à la fois à OU et à V, bah, il faudrait que A appartienne à l'intersection, donc de ça, et et O appartiennent à l'intersection de ça. Ça c'est D, ça c'est OU. OK. Donc bah, D, ce serait égal à OA. Elle doit passer par O et par A, donc bien unique. Donc la proposition est vraie. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Si vous avez des remarques ou des questions, laissez un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Enfin, pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt!